Welcome to a new episode of Min Washington. This week, we track a renewed diplomatic movement in North Africa. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous analysons cette semaine l'intense activité diplomatique en Afrique du Nord et ce qu'elle révèle des priorités stratégiques actuelles des États-Unis. 4 grands axes structurent notre discussion. La reprise d'un cycle de négociations qui replace la question du Sahara au cœur de l'agenda diplomatique. La volonté à Washington de faire progresser ce dossier malgré les interrogations persistantes sur les intentions de l'Algérie. Les éloges adressés par les responsables américains au rôle du Maroc à l'issue d'une réunion ministérielle consacrée aux terres rares. Enfin, une interrogation qui circule dans les cercles politiques. Les États-Unis envisagent-ils d'imposer des sanctions économiques à l'Algérie? Washington moving closer to sanctions on Algeria or using pressure to force engagement. Let's begin with the Sahara once again at the center. Nous ouvrons avec le dossier du Sahara, marqué par une séquence diplomatique particulièrement soutenue. La semaine dernière, l'ambassade des États-Unis à Madrid a réuni des représentants du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Front Polisario dans le cadre d'une coordination menée directement par Washington. Cette initiative témoigne de la volonté de l'administration Trump de dépasser la simple gestion des tensions pour s'orienter vers une véritable dynamique politique. Towards shaping a political outcome. At the center of that effort, once again, is Morocco's autonomy proposal, which Washington Au continues centre de cette démarche figure la proposition marocaine d'autonomie que les États-Unis continuent de présenter comme l'option la plus réaliste pour avancer vers un règlement. Toutefois, une question demeure, la participation de l'Algérie marque-t-elle une réelle disposition à engager des négociations substantielles ou s'agit-il d'une présence davantage formelle? Sommes-nous à l'aube d'un tournant diplomatique majeur ou face à une nouvelle séquence soigneusement orchestrée dans un conflit enlisé depuis des décennies? or whether carefully managed encounter in a dispute that has resisted solution for decades. To help Pour en us débattre, discuss, I'm joined by an nous accueillons un panel d'invités de premier plan. Clark Cooper, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires politico-militaires et chercheur principal à l'Atlantic Council. for political military affairs. Also with us, Le docteur William Lawrence, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université américaine, sera également avec nous. Il est ancien diplomate et analyste politique. And joining me, Également avec nous sur le plateau, Ryan Ekstrom, chroniqueur de l'émission. Ancien conseiller du membre du Congrès, Joe Wilson est spécialiste des relations sino-américaines et des politiques de défense. US-China strategy and defense policy. Mais avant d'ouvrir le débat, retrouvons notre correspondant Adel Dassoki devant la Maison-Blanche pour son exposé. El Dasuke for this report. بعد الجولة الأولى في واشنطن احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد جولة مشاورات حول قضية الصحراء. Après un premier cycle à Washington, la capitale espagnole Madrid a accueilli une nouvelle série de consultations sur la question du Sahara, réunissant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario sous supervision directe des États-Unis dans une tentative de relancer un processus politique au point mort dans les couloirs des Nations Unies depuis des années. La réunion s'est tenue à l'ambassade américaine à Madrid dans la plus grande discrétion, sans conférence de presse conjointe, ce qui reflète la sensibilité du moment et la volonté de Washington de passer des déclarations publiques à un dialogue direct centré sur les aspects techniques et juridiques d'une solution éventuelle. Selon les informations disponibles, cette session visait principalement à briser l'impasse qui caractérise le dossier depuis des années. Les États-Unis cherchent à passer de la gestion de crise à une véritable impulsion vers un règlement politique réaliste et applicable. Ont participé aux consultations les ministères des Affaires étrangères du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi qu'un représentant du Front Polisario en présence des responsables américains et d'un représentant des Nations Unies dans un format multilatéral inédit à ce niveau depuis des années. Cette initiative intervient alors que le Maroc arrive à la table des discussions avec une proposition d'autonomie considérée dans plusieurs capitales occidentales comme une base sérieuse et pragmatique pour un règlement politique. En revanche, le climat de discrétion et les divergences persistantes sur certaines notions fondamentales montrent que le chemin vers un accord final reste long. Cette session, bien qu'ayant produit quelques mesures techniques initiales, constitue davantage le début d'un processus de négociation et une nouvelle opportunité plutôt qu'un accord décisif.
أكثر من كونها اتفاقا حاسما. بين رغبة واشنطن في تحقيق اختراق سياسي Entre la volonté de Washington d'obtenir une percée politique et l'attachement de l'Algérie à ses positions traditionnelles, les pourparlers de Madrid apparaissent comme une première étape pour redéfinir l'équation des négociations sur le Sahara dans l'attente des prochains cycles qui pourraient entrer dans une phase plus détaillée dans les mois à venir. Adel Dassoqi, devant la Maison-Blanche, Médien TV, Washington. Thank you very much, Adel, for that report from the White House. Ryan Ekstrom, let's start with you. Merci Adel pour ce compte-rendu. Ryan, la réunion la semaine dernière à l'ambassade américaine à Madrid a réuni toutes les parties autour d'une même table sous coordination américaine. S'agit-il d'un véritable tournant? Washington s'éloigne-t-elle du cadre onusien axé sur l'équilibre pour un nouveau processus orienté vers des résultats concrets? Last week in Madrid, we see the US getting the 4 key players to sit down at the table. La semaine dernière, à Madrid, nous avons vu les États-Unis réussir à rassembler les 4 parties principales à la table des négociations, non pas pour maintenir le statu quo, mais avec un intérêt et une attention américains clairs pour obtenir des résultats concrets. Plusieurs résultats tangibles ont déjà été atteints, un règlement technique négocié a été adopté, basé sur le plan d'autonomie élargi que le Maroc propose pour le Sahara. Il a été convenu de créer une commission technique permanente chargée de traiter les détails précis et les mécanismes de mise en œuvre de cet accord. Enfin, la feuille de route de Madrid 2026 a été établie avec la programmation d'un tour de suivi en mai pour poursuivre ces négociations et viser la résolution définitive de ce conflit. Nous sommes face à des avancées réelles et concrètes et je pense que cela pourrait indiquer un changement d'approche s'éloignant de la dépendance exclusive à l'ONU pour gérer ce processus diplomatique visant à résoudre la question du Sahara qui perdure depuis longtemps. Nous pourrions peut-être être proches d'une solution effective, mais tout dépendra des résultats du prochain tour de mai. Les efforts diplomatiques se poursuivent de manière soutenue. Clark, j'aimerais revenir sur le point soulevé par Ryan. En réunissant l'Algérie et le Maroc autour d'une même table, Washington cherche-t-elle à redéfinir concrètement le rôle d'Alger dans ce dossier? Autrement dit, est-on en train de passer du statut revendiqué par l'Algérie, celui de simple voisin observateur, à celui d'acteur pleinement engagé et responsable dans le processus politique? Que faut-il comprendre de cette initiative et pourquoi intervient-elle précisément aujourd'hui? En principe, la participation de l'Algérie constitue une étape pratique pour de nombreuses parties, car elle aidera à gérer les intérêts sécuritaires et à faire face aux menaces communes, tout en élargissant la base lorsque l'on envisage un règlement permanent éventuel. Il existe donc une volonté de réunir toutes les parties autour de la table des discussions, mais cela ne transforme pas magiquement l'Algérie en un acteur négociateur pleinement engagé. C'est quelque chose que tout le monde doit garder à l'esprit. Il s'agit d'une décision souveraine. La participation algérienne ne crée pas de conditions qui la pousseraient à adopter dès maintenant un rôle constructif en réalité. D'un point de vue étroit et du côté de Washington, sur le plan politique et militaire, la participation de l'Algérie ne réduit pas certaines menaces existantes, mais elle peut améliorer les aspects du renseignement et fournir une certaine coordination opérationnelle. Cela peut également permettre d'obtenir un résultat plus durable lorsqu'on l'envisage un règlement permanent. Ainsi, plusieurs effets méritent d'être soulignés. Concernant la participation de l'Algérie, elle améliore la coordination en matière de lutte contre le terrorisme, une question cruciale depuis longtemps pour les États-Unis et l'Algérie. De nombreux responsables à Rabat en mesurent l'importance, notamment en ce qui concerne la sécurité des frontières, la nécessité de coordination, la protection des frontières et l'échange d'informations liées à la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne la dynamique des négociations, le règlement souffre d'un manque de perception par l'Algérie, des risques de perdre, mais sa participation augmente les chances de mise en œuvre, soulignant ainsi l'importance de définir les conditions.
À mon avis personnel, l'Amérique peut relier sa participation diplomatique plus approfondie, ce que l'administration Trump n'a pas encore clarifié, à une coopération vérifiable en matière de sécurité, de transparence, d'échange d'informations et de protection des frontières. Ce sont des enjeux communs concernant la lutte contre le terrorisme qui intéressent à la fois Rabat et Washington. Cela doit s'inscrire dans une logique de partenariat. Bill, intéressons-nous au calendrier postérieur à la réunion de Madrid. Pendant des années, Washington s'est aligné sur la terminologie des Nations Unies concernant l'autonomie. Les développements récents traduisent-ils une évolution de cette position? Passe-t-on d'un simple cadre diplomatique à un véritable processus politique centré sur la faisabilité et la mise en œuvre concrète, comme l'a souligné Clark? Ou est-il encore prématuré de déterminer la direction que prendra réellement ce dossier? So the U.S. is trying to do that. Whether or not it succeeds is not a U.S. decision. It succeeds if Algeria and the Polisario accept. Les États-Unis tentent de le faire, mais leur succès ou leur échec n'est pas une décision américaine. Les États-Unis réussiront si l'Algérie accepte et si elle contraint le Polisario à se conformer à ce que fait Washington en exerçant les différents moyens de pression et d'influence dont elle dispose. Mais si l'on revient au point de vue américain, on constate que la position des États-Unis est sincère et empreinte d'empressement, à l'image de nombreuses initiatives américaines. Un proverbe populaire marocain bien connu dit « qui se presse s'entrave ». Il serait donc regrettable que ces négociations visent à appliquer une résolution du Conseil de sécurité sans tenir compte des positions de l'Algérie et du Polisario, ce qui empêcherait d'aboutir à un règlement durable. Ainsi, ce que font les États-Unis constitue une première étape pour aller de l'avant, et je me réjouis de l'intérêt de Washington pour cette question, mais je n'ai pas observé grand-chose qui puisse influencer positivement l'autre partie, un sujet auquel, comme vous le savez, j'ai participé, car je suis en consultation permanente avec le département d'État américain sur cette question, et j'ai une certaine connaissance des réflexions internes en son sein. Il est juste de dire que les États-Unis tentent actuellement de poncer hors des sentiers battus et analysent réellement les revendications algériennes, les incitations, les leviers de pression et ce qui pourrait rendre une solution acceptable pour l'Algérie. Cela exige davantage de travail et une sensibilité à certains aspects évoqués par Clark. Je ne sais pas si Washington est prêt à prendre des mesures susceptibles d'améliorer les relations avec l'Algérie tout en exerçant une pression sur elle. Je pense que le rappel récent de l'ambassadrice américaine en Algérie a été un très mauvais signal, d'autant qu'elle entretenait les meilleures relations avec les responsables algériens par rapport à ses prédécesseurs. Certes, ce rappel s'inscrivait dans le cadre du rappel de 30 ambassadeurs américains à l'étranger, et l'Algérie n'était pas satisfaite non plus de l'imposition des droits de douane américains à son encontre. Par conséquent, plusieurs raisons expliquent le manque de confiance actuel de l'Algérie envers les États-Unis. Il est donc essentiel que les États-Unis négocient avec l'Algérie pour comprendre ce qu'elle souhaite, afin que les négociations en cours puissent réussir pour toutes les parties. Comme vous l'avez souligné, Bill, tout est affaire de timing. Il faut parfois maintenir une certaine cadence pour éviter l'enlisement. Clark, poursuivons dans cette direction. L'idée d'un comité technique permanent circule désormais. Est-ce le signe d'un passage des déclarations politiques à la mise en place de mécanismes juridiques et institutionnels concrets pour appliquer l'autonomie? Et cela augmente-t-il les enjeux pour l'ensemble des parties avec à la clé soit une avancée majeure, soit un échec complet du processus? Bill a évoqué un enthousiasme marqué ou une volonté d'aller vite. On peut considérer la création d'un comité technique permanent comme une étape initiale et constructive. Mais cela reste une première étape. Elle pose les bases d'un cadre ou d'un dispositif d'appui à des arrangements juridiques, sans qu'il faille l'interpréter immédiatement comme une transformation en droit contraignant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il ne faut pas donc proclamer le succès du point de vue de quelque partie que ce soit. L'acquisition d'une légitimité juridique nécessite des décisions politiques claires ainsi qu'une approbation officielle des Nations Unies, ce qui est essentiel d'ailleurs.
L'utilité du comité est d'aplanir les difficultés techniques, ce qui peut faciliter les décisions politiques applicables. Mais la création du comité demeure une étape préliminaire. Une première étape, nous reviendrons plus tard sur les prochaines phases. Mais avant de poursuivre, arrêtons-nous sur cet article. الولايات المتحدة تجمع الخصمين المغرب والجزائر لإجراء محادثات بشأن الصحراء. Les États-Unis réunissent les rivaux Maroc et Algérie pour des pourparlers sur le Sahara. Tel est le titre publié par Bloomberg. Les États-Unis ont confirmé avoir rassemblé les deux adversaires pour des discussions rares sur le sort du Sahara, alors que l'administration Trump tente de résoudre le plus ancien conflit régional en Afrique. La mission américaine auprès des Nations Unies a indiqué dans un communiqué lundi dernier que des délégations de haut niveau des États-Unis et de l'ONU avaient facilité des discussions avec le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario dans la capitale espagnole Madrid. Le communiqué précise que les pourparlers ont porté sur la mise en œuvre de la dernière résolution du Conseil de sécurité. Les États-Unis, qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara en 2020, n'ont fourni aucun détail supplémentaire sur la réunion, ni indiqué si des progrès avaient été réalisés. Ces discussions ont suivi une visite récente en Algérie de Massad Boulos, conseiller du président. Les efforts se sont intensifiés pour parvenir à une solution après que l'ONU a indiqué être ouverte au plan d'autonomie proposé par le Maroc, une démarche qui pourrait dépasser l'option du référendum réclamé par l'Algérie et le Polisario. Très bien, Bill. Tentons d'anticiper l'avenir. Les partis ont convenu de tenir un autre cycle à Washington. Comment interpréter ce signal ? Les États-Unis travaillent-ils selon un calendrier accéléré visant à élaborer un cadre politique plutôt qu'un simple échange de points de vue ? Ou s'agit-il encore d'une phase destinée à tester les positions de chaque parti ? Écoutez, je pense que c'est un mélange de tout ce que vous avez mentionné. Comme je l'ai dit, c'est un signal et une avancée, ainsi que l'a indiqué Clark. Mais je ne crois pas qu'il appartienne aux États-Unis de mettre en œuvre un accord de solution politique. Cela revient au Maroc lorsqu'un accord sera conclu, car l'ouverture de négociations ne signifie pas l'aboutissement à un cadre politique. Il s'agit pour l'instant de tester les positions des partis. Si l'on remonte un peu en arrière, on constate que l'Algérie a toujours considéré la question comme une affaire de souveraineté dont la décision revient aux habitants du Sahara, une version différente de celle du Maroc qui estime que l'Algérie doit prendre une décision poussant le Polisario à accepter le plan marocain d'autonomie. Toutefois, je ne pense pas que le Maroc ait réussi à convaincre l'Algérie de prendre une telle décision. Ainsi, pour parvenir finalement à un accord, le Polisario devra concéder quelque chose pour obtenir quelque chose en retour, et l'Algérie devra également faire de même. Elle devra aussi dissocier son combat passé pour l'indépendance de la question du Sahara. Je ne suis donc pas pessimiste quant à la possibilité d'un accord, d'autant que j'ai en réalité participé pendant des années à un groupe de travail chargé de rechercher une solution à cette question. Je pense qu'une forme de partage de souveraineté locale, comme on peut l'inférer du plan marocain d'autonomie sous souveraineté centrale, constitue la seule solution viable plutôt que l'indépendance des habitants du Sahara. Mais pour qu'une telle solution réussisse, elle doit être approuvée par les partis. Pour y parvenir, il faut persuasion, incitation et pression, mais d'une manière qui accorde à chaque parti quelque chose. Je pense que l'Algérie est ouverte au dialogue. Je parle aux deux partis et je m'entretiens régulièrement avec l'Algérie et je constate qu'ils sont disposés à participer au dialogue. Ainsi, la participation de l'Algérie aux négociations à Washington est une bonne chose, tout comme le fait que le Maroc et l'Algérie trouvent une oreille attentive à Washington, car le dialogue peut aussi porter sur d'autres questions. Toutefois, pour maintenir les négociations, il faut offrir aux parties quelque chose dont elles ont besoin et pas seulement ce que l'on souhaite leur voir accepter.
pour parvenir à un accord. you want them to agree to. And that agreement has to come across with all sides giving up Yeah. something at some point. Yeah. Ryan, let's talk about the optics of what happened in Cet accord doit obtenir l'approbation de toutes les parties, chacune devant faire des concessions à un moment donné. Ryan, parlons maintenant de la portée symbolique de ce qui s'est passé à Madrid. L'Algérie a refusé de participer à une photo de groupe commémorative de cette réunion. Pourquoi ? S'agit-il d'éviter de donner l'impression d'une normalisation politique avec le Maroc ? Peut-on y voir la volonté que ces images ne parviennent pas à l'opinion publique algérienne et à ses alliés dans la région ? Ou bien est-ce pour des raisons plus profondes, propres au contexte algérien ? deeper within the Algerian world? I think by opting out of the photo, what Algeria is really trying to portray itself, the message. Je pense que le refus de l'Algérie d'apparaître sur la photo est au fond une tentative de se présenter avec le message suivant. Oui, elle est engagée dans ces nouveaux cycles de discussion, mais sa position n'a pas changé. Cela ne reflète pas nécessairement un quelconque tournant dans sa posture, mais montre plutôt que l'Algérie n'a certainement pas cédé aux États-Unis. Je crois que c'est là l'essentiel qu'elle cherche à mettre en avant par ce geste. À mon avis, cette décision visait principalement à gérer les perceptions internes et régionales, comme vous l'avez mentionné. Le message renvoie au même point. Oui, nous participons à ces discussions, mais cela ne signifie pas que nous avons reculé ou fait des concessions. Toutefois, je me garderai de surestimer la portée du refus de la photo quant aux calculs fondamentaux de l'Algérie dans ce processus de paix à l'avenir, ou d'y voir un indicateur de son intention de persister dans l'intransigeance durant la prochaine phase. En réalité, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je pense que l'objectif, à ce stade, est surtout de gérer l'image et les perceptions sur le plan intérieur. Clark Cooper, let's build on this. Algeria came to the event, but they didn't want to commemorate it with a Clark, restons sur ce point. L'Algérie a pris part à la réunion, mais sans vouloir qu'elle soit officialisée par une photo de groupe destinée aux médias. Sa délégation aurait même quitté les lieux discrètement. Nous avons déjà observé ce type d'attitude dans d'autres contextes sensibles. Dans ce cas précis, que faut-il y voir ? Comment interprétez-vous ces signaux ? So, what does this tell us about the talks themselves? How should we read these signals, in your opinion? Je pense que l'image globale est importante. Nous avons bien sûr évoqué l'absence de Netanyahou sur la photo à Sharm el-Sheikh. Le fait qu'une délégation quitte les lieux par une autre porte peut être intentionnel ou non. Mais si l'on considère les parties impliquées dans des discussions, l'histoire joue ici un rôle. Lorsque des représentants d'un gouvernement central s'adressent à Washington ou à Rabat, ils sont conscients de l'importance de leur image auprès de l'opinion publique nationale. Le choix des représentants algériens de ne pas participer à la photo de groupe tient peut-être à des considérations internes que le gouvernement algérien prend en compte. Bill, in 1 minute, our time is growing short. Très bien. Bill, en 1 minute, le débat s'est longtemps concentré sur le terme autodétermination. Le désaccord est-il aujourd'hui surtout lexical, Washington voyant dans l'autonomie une application concrète de ce principe, ou reste-t-il profond sur le fond ? La controverse porte sur l'écart entre la dimension politique et le statut juridique. Seuls les habitants du Sahara peuvent renoncer à quelque chose en échange de l'autonomie, dans le cadre du droit international. Permettez-moi de revenir à la question de la photo de groupe, puisque j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie et étudié les Algériens. Je ne vois donc pas, dans leur absence de la photo, de raisons liées à leur réputation régionale ou à des considérations internes. Je pense plutôt qu'ils sont frustrés par la manière dont le Maroc parle de l'Algérie ces derniers temps, tandis que l'Algérie fait la même chose de son côté. Cela reflète une insatisfaction à l'égard du Maroc ainsi que des pressions exercées et de la rapidité avec laquelle le Maroc cherche à mettre en œuvre certaines démarches d'une manière spécifique, ce qui expliquerait leur non-participation. Pourquoi l'Algérie continue-t-elle de s'accrocher fermement au terme autodétermination alors que le Maroc affirme l'autonomie est la seule solution pour avancer ? Et laquelle de ces deux approches bénéficie de la plus grande crédibilité à Washington, Clark ? Morocco's autonomy proposal, it's a pragmatic attempt
La proposition marocaine d'accorder une autonomie au Sahara est une tentative pragmatique de transformer la situation actuelle en un statut d'autonomie acceptable au niveau international, sans ignorer le cadre du droit international existant. Le rôle de Washington, très particulier, consiste à créer les conditions permettant de concilier crédibilité technique et incitation politique, afin de combler l'écart entre les réalités pratiques, sans compromettre les revendications juridiques en présence. On prend une petite pause, restez avec nous. We'll be right back. Welcome back to the second part of Min Washington. Two parallel developments are now drawing attention in Washington. The approach to North Africa, one economic and one strategic. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission depuis Washington. Deux dynamiques parallèles retiennent aujourd'hui l'attention à Washington. L'une économique, l'autre stratégique, toutes deux liées à l'Afrique du Nord. Sur le plan économique, lors d'une réunion ministérielle consacrée aux minerais critiques organisée par le département d'État, les responsables américains ont vivement salué le rôle du Maroc, présenté comme un acteur clé dans la sécurisation et la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales en ressources stratégiques. Et ils ont mis en avant non seulement ses réserves, mais aussi son ambition d'investir dans la transformation industrielle, la production à forte valeur ajoutée et des partenariats durables. Cette rencontre, qui a réuni des représentants de plus de 50 pays, visait à renforcer des chaînes d'approvisionnement résilientes pour les minerais indispensables aux technologies avancées, à la transition énergétique et à la sécurité industrielle. Dans cette nouvelle équation géoéconomique, le Maroc apparaît désormais comme un partenaire central. Parallèlement, sur le plan stratégique, plusieurs rapports indiquent que Washington envisagerait des sanctions économiques contre l'Algérie en raison de sa coopération militaire avec la Russie, notamment l'acquisition potentielle d'avions de combat sophistiqués. Si elle se concrétise, une telle décision pourrait redéfinir en profondeur les relations entre les deux pays. Dès lors, assistons-nous à une stratégie américaine à double approche, consolider le partenariat avec le Maroc, tout en accentuant la pression sur l'Algérie? Et comment cela s'inscrit-il dans les priorités américaines en Afrique du Nord et dans la compétition mondiale pour les ressources critiques? Ryan, commençons par les signaux publics envoyés par Washington à l'issue de la réunion sur les minerais critiques. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré « Le Maroc joue un rôle clé en raison de ses réserves minérales et de sa volonté d'investir dans la transformation et la coopération dans le cadre d'une initiative mondiale. » Une déclaration aussi explicite et rare à ce niveau. Faut-il y voir l'indication que le Maroc s'inscrit désormais pleinement dans la stratégie américaine visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en dehors de l'orbite chinoise? Quelle est la portée de ce message et que révèle-t-il, selon vous, sur l'évolution du rôle marocain? You're absolutely right. It was an unusually direct statement of praise. Effectivement, il s'agissait assurément d'une déclaration d'éloge inhabituelle de la part du secrétaire d'État Rubio. La sécurisation des chaînes d'approvisionnement américaines a été une priorité de cette administration et constitue un pilier central de la stratégie de la sécurité nationale annoncée par Donald Trump en novembre dernier. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'orientation des États-Unis vers leur allié de longue date, le Maroc, afin de le positionner comme un point fiable au sein de ces chaînes d'approvisionnement vitales, peut-être pas comme source de tous les minerais, mais comme hub majeur de production et de distribution, notamment compte tenu de sa position stratégique et de son accès à l'Europe et au-delà. Plus important encore est le message que porte cette déclaration. Le propos de Rubio transmet un signal clair. Le Maroc est un environnement sûr pour les investissements américains. L'objectif est d'attirer les investisseurs, de renforcer les capacités industrielles du Maroc et peut-être d'en faire un acteur plus important dans les chaînes d'approvisionnement américaines, dans un contexte où Washington cherche à s'éloigner des chaînes dominées ou co-gérées par la Chine. Clark Cooper, let's widen this frame. So
Clark, examinons ce point de plus près. Sa Majesté le roi Mohammed VI met en œuvre une initiative atlantique visant à sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement mentionnées par Ryan. Jusqu'ici, la relation entre les États-Unis et le Maroc reposait surtout sur la coopération sécuritaire, exercice African Lion, partenariat militaire et échange de renseignements. Comment ce partenariat a-t-il évolué pour devenir également économique et stratégique au point de jouer un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales? Les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio constituent essentiellement une reconnaissance de la confiance américaine envers le Royaume du Maroc. Comme vous avez mentionné, les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI et la priorité accordée à la place du Maroc dans l'espace atlantique ont conféré au Royaume un nouveau rôle mondial. Cela s'inscrit dans un processus global et de long terme fondé sur des relations fiables et un partenariat marocain bénéficiant de la confiance des États-Unis, non seulement dans la coopération sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. Lorsque l'on considère les chaînes d'approvisionnement, les partenaires fiables sont également essentiels. Il existe ainsi des opportunités économiques pour davantage d'investissements, de coopération régionale et de coopération industrielle. Si l'on l'observe, la position du Maroc, on constate qu'il a historiquement joué un rôle de trait d'union avec l'Afrique. Vous avez mentionné les exercices African Lion. Le Maroc peut servir de passerelle non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi dans le domaine économique. Washington entretient depuis longtemps un rôle durable avec Rabat et Sa Majesté le roi Mohammed VI. On est pleinement conscient. Ce que nous voyons aujourd'hui à travers les déclarations du secrétaire d'État reflète les investissements consentis récemment. Et pour être juste, à travers différentes administrations américaines, il s'agit donc d'un investissement américain de long terme, mais j'insiste sur l'importance cruciale des accords d'Abraham dans l'aboutissement à la situation actuelle. Les accords d'Abraham ont donc posé les fondations. Les développements à Madrid et les discussions à Washington sur une solution possible pour le Sahara, ainsi que les initiatives mentionnées par Clark, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi, le port de Tanger et le futur consulat américain à Dakhla représentent autant d'étapes tournées vers l'avenir. Elles pourraient permettre aux États-Unis de faciliter l'acheminement de minerais stratégiques vers divers marchés au bénéfice de nos deux pays. Comment ces évolutions redéfinissent-elles le rôle central de l'Afrique du Nord dans les chaînes d'approvisionnement mondiales? Et quelles en sont les implications pour les États-Unis, l'Europe et leurs partenaires internationaux? Écoutez, l'une des choses qui ont attiré mon attention pendant la pandémie de Covid est la crise des chaînes d'approvisionnement. Je parle spécifiquement de la manière dont la Chine a dominé ces chaînes. Malgré le fait qu'une grande partie de l'économie mondiale se fasse virtuellement et qu'une autre partie soit essentiellement financière, le Maroc joue un rôle important dans le domaine bancaire, des services et d'autres secteurs qui ne peuvent pas être corrigés par la seule géographie. Une grande partie de l'économie mondiale dépend encore de la géographie, ce qui confère au positionnement du Maroc une importance vitale. Ainsi, les déclarations de Rubio concernant le Maroc et la confiance en sa position géographique et objective sont justifiées. J'ajoute qu'il existe des minerais rares partout, tout comme le pétrole. Certains sont bon marché, d'autres rares et coûteux et d'autres encore plus chers, présents dans les fonds marins, l'Arctique, le Grand Élan, le Canada et la Russie. Par conséquent, les minerais rares du Maroc ne joueront pas un rôle majeur en soi, mais le positionnement géographique du pays et sa capacité à les traiter à moindre coût en les distribuant via des routes maritimes internationales, encore parmi les moins chères, surtout si les problèmes du canal de Suez et de la mer Rouge sont résolus, offrent une opportunité stratégique. Cela signifie que le Maroc peut tirer parti de sa situation géographique pour jouer un rôle plus important sur la scène mondiale et les États-Unis collaborent avec le Maroc à cet égard, ce qui est extrêmement significatif. Un débat passionnant sur les perspectives à venir. Passons maintenant à notre correspondante Cholok Diab pour ce reportage. Le Maroc émerge comme un fournisseur important de minerais rares et une porte d'entrée des chaînes d'approvisionnement en transatlantique. Bonjour Cholok. Bonjour Marc. La position du Maroc dans l'équation économique internationale connaît ces dernières années une transformation notable
avec l'émergence du royaume comme source majeure de minerais stratégiques et comme maillon transatlantique important des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans le contexte de la course internationale pour sécuriser les ressources stratégiques liées aux industries technologiques et à la transition énergétique. Dans ce contexte, le Maroc se distingue comme un acteur majeur grâce à ses importantes réserves ainsi qu'à sa longue expérience dans l'extraction et le traitement du phosphate, élément essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale. Mais l'importance du Maroc ne se limite pas à ses ressources naturelles, elle s'étend à sa position géographique stratégique sur la façade atlantique et à son ouverture méditerranéenne, faisant du pays un point de liaison entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Cette position confère au Royaume une capacité croissante à jouer le rôle de plateforme logistique et industrielle, reliant les sources de matières premières africaines aux centres de production et aux grands marchés transatlantiques. Le Maroc s'est imposé comme un partenaire fiable, bénéficiant d'une stabilité politique, d'infrastructures et de ports développés, ainsi que d'investissements croissants dans la production locale et la transformation des matières premières plutôt que leur exportation à l'état brut. Rabat mise également sur le développement d'un écosystème industriel intégré, incluant les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et l'industrie des batteries, renforçant ainsi sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et passant du statut de simple fournisseur de matières premières à celui d'acteur de la transformation industrielle. Cette évolution s'inscrit dans une tendance internationale plus large de redéfinition des chaînes d'approvisionnement après les crises successives, de la pandémie du Covid-19 aux tensions géopolitiques. Et à cet égard, l'importance des partenaires capables d'offrir stabilité, confiance et capacité d'investissement à long terme ne cesse de croître. Grâce à ses ressources géologiques, sa position atlantique et ses investissements dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie, le Maroc s'oriente progressivement vers un rôle de hub régional et international dans le domaine des minerais stratégiques et des chaînes d'approvisionnement, à un moment où les grandes puissances recherchent des alternatives sûres et durables pour sécuriser leurs besoins. Retour à vous, Marc. All right, thank you so much, Shorok. Clark Cooper, let's focus on an issue of trust. Merci, Shorok. Clark, concentrons-nous sur la question de la confiance. Dans un dossier sensible comme celui des minerais rares, outre la stabilité politique, qu'est-ce qui renforce la confiance accordée au Maroc et ouvre la voie à une coopération plus large? Quels sont les facteurs qui font du Royaume un partenaire fiable en matière de gouvernance, de transparence et d'alignement à long terme entre les deux pays? Qu'avons-nous en commun? Lorsqu'on examine une enquête sur le climat d'investissement, une étude réalisée en collaboration entre le département d'État, le ministère du Commerce et d'autres agences gouvernementales, elle analyse avec précision un pays à travers nos ambassades et consulats à l'étranger. En ce qui concerne le Maroc, je suis en train de préparer une nouvelle enquête sur son climat d'investissement. Je vais examiner des aspects tels que les ressources et ce que cela implique pour les matières premières. Washington valorise les partenaires capables de raffiner et de licencier les minerais au même niveau que les standards américains, plutôt que de se limiter à l'exportation des matières premières. J'évaluerai également l'état de droit, la fiabilité des contrats signés et la manière dont ces questions sont résolues. Les États-Unis souhaitent informer les investisseurs sur les perspectives légales et les moyens de protection garantis afin de réduire les risques, et nous chercherons à promouvoir l'investissement direct étranger au Maroc. Nous avons donc besoin de toutes ces garanties ainsi que de liens en matière de sécurité. Nous avons parlé de la confiance américaine profonde envers le Maroc, que j'ai décrite comme une base solide. Une confiance pratique qui constitue effectivement le fondement de ce dont nous avons discuté aujourd'hui. À cela s'ajoute la coopération en matière de sécurité et de renseignement qui renforce considérablement la confiance de Washington dans la capacité du Maroc à instaurer des contrôles à l'exportation et assurer une sécurité réelle sur les sites, tout en offrant les moyens d'écarter la Chine de la participation.
Bien sûr, il existe aussi des domaines de traitement économique réciproque qu'il ne faut pas oublier en s'assurant qu'il existe une volonté d'accueillir des installations à valeur ajoutée dans des projets conjoints, comme nous l'avons observé avec d'autres pays. Cela contribue à répondre à certaines priorités définies par le président Trump, tout en renforçant la confiance dans les chaînes d'approvisionnement avec un partenaire comme le Maroc. Et si j'étais assis à Rabat, je chercherais à savoir ce que l'ambassade américaine y fait dans le cadre de cette enquête sur le climat d'investissement et comment elle met en œuvre cette liste. Bien, Clark nous a récemment transportés à Rabat et Bill et moi étions au département d'État. Passons maintenant à une autre instance américaine, le Sénat. Lors d'une audition récente, Robert Palladino a affirmé que l'achat par l'Algérie d'avions de combat avancés pourrait déclencher automatiquement des sanctions économiques à son encontre. Si cela se concrétisait, quel serait l'impact sur l'équilibre stratégique en Afrique du Nord et que signifierait une telle mesure pour les relations américano-algériennes, à un moment où l'on cherche plutôt à promouvoir la coopération qu'à créer des frictions? Like so many things we discussed today, it's not what you do often, it's how you do it. And diplomacy, like human relationships, are Comme pour certaines autres questions que nous avons abordées aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce qu'on a l'habitude de faire, mais de la manière dont on le fait. La diplomatie, comme les relations humaines, est un art et non une science. Il n'existe pas de formule simplifiée qui fasse fonctionner les choses. Cela nécessite de construire la relation, d'établir la confiance et de prendre les bonnes mesures. Imposer des sanctions à l'Algérie ou menacer de le faire au motif qu'elle soutient l'économie russe, si cela se fait de manière à isoler l'Algérie, risquerait de nuire à la géopolitique de l'Afrique du Nord en éloignant l'Algérie de l'Europe et de l'Amérique, la poussant dans les bras du camp russe et de celui de la Chine et de l'Iran. Il existe cependant d'autres voies. Menacer de sanctions tout en engageant des négociations pour réduire effectivement la dépendance de l'Algérie à la Russie. Les Algériens sont pleinement conscients de leur dépendance à la Russie et ont tenté de diversifier quelque peu leurs sources d'armement. Mais il y avait cette relation historique avec la Russie, en plus des obstacles rencontrés dans leur tentative de diversification. Lorsque je travaillais dans la diplomatie, les Algériens posaient souvent des questions sur la technologie américaine, voire sur les armes américaines. Le point fort des relations américano-algériennes résidait dans la lutte contre le terrorisme, domaine qui comportait un volet technologique. Ainsi, les États-Unis disposent d'une grande opportunité pour attirer l'Algérie hors du camp russe de manière diplomatique intelligente plutôt que par une approche arrogante. C'est aussi une question partisane remontant à la présidence de Biden lorsqu'il n'a pas imposé de sanctions à l'Algérie pour l'achat d'armes russes, malgré la demande des deux parties. Il existe donc beaucoup de possibilités pour Washington d'encourager l'Algérie à s'éloigner de la Russie et à établir de meilleures relations avec l'Europe et les États-Unis. William, nous continuerons ce débat, mais la question reste, s'agit-il d'un simple avertissement à l'Algérie ou d'une réelle pression sur le pays? Faisons une pause avec ce reportage sur les contrats d'armement russes qui placent l'Algérie sous le regard attentif de Washington. عادت صفقات السلاح الروسية للجزائر إلى واجهة الاهتمام داخل الكونغرس الأمريكي. Les contrats d'armement russes avec l'Algérie sont revenus au centre de l'attention au Congrès américain. L'Algérie est l'un des plus grands importateurs d'armes en Afrique et entretient avec la Russie un partenariat militaire de plusieurs décennies, comprenant des avions de chasse avancés, des systèmes de défense aérienne, des chars modernes ainsi qu'une coopération technique et de formation continue. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les États-Unis observent avec inquiétude toute coopération militaire étendue avec Moscou, notamment en raison des sanctions visant le secteur russe de l'armement. Dans ce contexte, la loi américaine CAATSA permet d'imposer des sanctions aux pays concluant des contrats majeurs avec l'industrie de défense russe. Jusqu'à présent, Washington n'a pas pris de mesures punitives directes contre l'Algérie et surveille de près l'ampleur et la nature de ces contrats, ainsi que leur impact sur l'équilibre stratégique en Afrique du Nord et au Sahel.
L'Algérie affirme que ses choix de défense relèvent de sa souveraineté et que la diversification de ses sources d'armement fait partie de sa stratégie de sécurité nationale. Cependant, de nombreux opposants au régime algérien estiment que ces contrats avec la Russie profitent financièrement à de hauts responsables militaires et que leur arrêt mettrait fin à ces avantages, ce qui dépasse même le président Tebboune. Malgré les assurances non officielles d'Alger, Washington suit ce dossier de près dans le cadre de sa rivalité avec Moscou pour l'influence en Afrique. Okay, so we've laid it out pretty good here, folks, but let's dive in a little bit further. Clark Cooper. Une très bonne analyse de la question, mais approfondissons un peu. Clark, intéressons-nous aux options de Washington. Le secrétaire d'État Marco Rubio a été sénateur et à ce titre avait déjà menacé d'imposer des sanctions économiques contre l'Algérie. Aujourd'hui, il occupe un poste encore plus influent, à la fois comme secrétaire d'État et comme membre du Conseil de sécurité nationale. Comment ces sanctions pourraient-elles être appliquées? Progressivement, en accentuant la pression, ne risque-t-il pas de compromettre toute perspective de coopération? Selon votre expérience diplomatique au département d'État et de la Défense, comment les États-Unis pourraient-ils concrétiser une telle stratégie? So, Mark, broadly, sanctions are a legitimate tool. They are certainly something that is available as an option. Bon, Marc, l'imposition de sanctions est un moyen légitime. Et bien sûr, elle est parfois disponible comme option et pas seulement comme réaction. Lorsqu'il s'agit de la loi sur les sanctions comme les pays qui importent des armes de Russie adoptée pendant le premier mandat de Trump, c'était un outil dont nous discutions lorsque j'étais assistant du secrétaire d'État avec le secrétaire d'État de l'époque, Mike Pompeo, pour savoir justement quand nous pouvions l'utiliser comme moyen de pression. Le débat portait sur la manière d'encourager les pays à s'éloigner de l'ex-camp soviétique ou d'importer des équipements et des armes russes pour passer à des niveaux opérationnels conformes à ceux de l'OTAN. Ainsi, cette loi a été utilisée pendant le premier mandat de Trump comme un outil de discussion. Elle constituait une introduction pouvant être utilisée avec des pays comme l'Algérie, pour leur faire savoir que nous connaissons leur volonté de diversifier leurs sources d'armement et que du point de vue juridique, les États-Unis disposent d'une loi qui nous autorise effectivement à les encourager à le faire. Durant le premier mandat de Trump, il y a eu des débats publics sur cette loi, notamment lorsque la Turquie a commencé à acheter le système de défense aérienne russe S-400. Cela représentait un risque et une préoccupation pour les avions de l'OTAN. D'autres pays ont également été concernés par des discussions publiques autour de cette loi. Je tiens donc à souligner que la loi sur les sanctions contre les pays qui importent des armes russes a été utilisée comme un moyen de pression pour diversifier les sources d'armement, selon les standards de l'OTAN, afin de s'éloigner des armes russes. Cela ne signifie pas un changement du jour au lendemain, car des pays comme l'Algérie, l'Inde et l'Égypte ont des chaînes d'approvisionnement en armes russes qui remontent à plusieurs décennies. Une transformation soudaine est impossible, mais la loi offre aux États-Unis un outil précieux pour encourager l'Algérie à suivre la bonne orientation. Cependant, la loi n'est pas un mécanisme automatique, même si elle figure parmi les instruments les plus puissants dont nous disposons. Ryan, le Congrès ne pratique généralement pas la pression de manière subtile. D'après votre expérience à la Chambre des représentants, pouvez-vous expliquer comment cette pression commence à se manifester publiquement et quel espace reste disponible en coulisses pour des négociations et discussions? Quelle est la probabilité d'apaiser les tensions grâce à des stratégies discrètes avant que les positions ne se cristallisent politiquement? Ryan, comment le Congrès pourrait-il gérer ce dossier selon vous? So, what's different now from the time when I was there?
Ce qui a changé maintenant par rapport à l'époque où j'étais là-bas, lorsque le président Joe Biden était à la Maison-Blanche, c'est la nature des interactions que j'observais entre le Congrès et le département d'État, en particulier la Commission des Affaires étrangères, qui était alors marquée par beaucoup de frustration et de pression continue, notamment en ce qui concerne l'application et l'exécution de ce que l'on appelle la loi Taylor Force. Les membres de la Commission des Affaires étrangères et du Congrès en général estimaient que le département d'État n'appliquait pas cette loi avec la rigueur et la rapidité qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, je pense qu'il existe une plus grande coordination et une meilleure cohérence entre le Congrès et le département d'État sur ces questions à l'ordre du jour. Il semble que le Congrès tende à laisser le département d'État prendre l'initiative sur ce dossier et je ne pense pas qu'il agira de manière à perturber ou à nuire aux efforts diplomatiques menés par le département sur cette question plus large, que ce soit en lien avec l'Algérie ou le dossier du Sahara. Certes, l'administration dispose d'outils de pression pouvant être utilisés, mais comme déjà mentionné, si ces pressions ne s'accompagnent pas de véritables incitations ou de concessions envers l'Algérie, plutôt que de la pousser à s'éloigner davantage, le véritable défi réside dans la manière de gérer cet équilibre. J'ai des espoirs raisonnables que ce dossier soit géré avec sagesse, mais la décision finale dépendra de ce que les prochains jours révéleront. Merci d'avoir suivi l'émission depuis Washington. Nous vous invitons à la suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne Média TV. Merci à nos invités, Clark Cooper, le docteur Bill Lawrence et notre chroniqueur Ryan Ekstrom, ainsi qu'à nos correspondants Shorok Diab et Adel Dasuki à la Maison-Blanche. Un grand merci également à l'équipe de production dirigée par le remarquable réalisateur et producteur Mohamed Saïd El Wafi.